effectivement, il y aura des travaux de vannerie qui seront réalisés. De temps en temps, on trouve dans des rapports des personnes, en général c'est les jeunes filles, qui partent avec des paniers, des choses comme ça, enfin des choses qui ont été produites dans le camp et qui vont dans les alentours, dans les fermes aux alentours pour vendre ou pour échanger contre la nourriture parce que effectivement ils n'avaient pas grand chose à manger. Je me souviens bien de ces deux demoiselles parce qu'on les voyait tous les jours. Tous les jours, je les voyais là. Une, on l'appelait Lapin, et elle avait toujours les yeux, vous savez quoi. Oh, ça tourne plus, si. Elle avait la chose de gitan, vous savez, elle était là, elle regardait un peu de partout. Alors quand même, on la fréquentait un peu, mais on se méfiait. Il nous a été dit qu'il travaillait pour des agriculteurs. Alors quand les hommes ne terminaient pas les maisons, ils travaillaient dans les champs. Et ils travaillaient, et les femmes travaillaient souvent comme servantes dans les grands masses qui sont autour de Saliers. Et elles ont été servantes et les hommes de main, ou à droite, à gauche, ils étaient là pour... C'est pour ça que quand nous on a fait quelques enquêtes au niveau de Saliers, les gens sont un peu gênés. Gênés peut-être parce qu'il y avait ce camp qui était pas loin de chez eux, ou peut-être gênés parce que leurs familles ont eu des gitans internés à Saliers qui leur ont servi de main-d'œuvre à moindre prix. Alors donc on préfère dire non, non, on ne sait pas, on ne veut pas savoir. On préfère ne pas savoir qu'au lieu de dire oui, oui, on a su et on s'en est servi. Ils travaillaient dans les champs et puis ils étaient maltraités, eux. Nous, on ne le voyait pas parce qu'on était dans le camp. Mais quand ils venaient, ils nous le disaient, quand ils rentraient. Et ma mère elle faisait le bureau au chef de camp. Elle faisait le bureau, ma mère. Non, et toucher une ration de pain. Voilà, c'est tout. Vous savez combien de temps je travaillais là? Sans manger, on crevait de faim. Nous étions tous petits. Et j'avais 60 repas à midi et 60 repas le soir que je devais les servir. Et pieds nus, ça le dégoûtant, on disait qu'ils allaient nous habiller, qu'on avait de tout. Tout ça qu'on avait, on l'avait laissé à Metz. On l'avait abandonné. Moi j'étais cuisinier. Oui, je m'occupais pour éplucher les légumes. Moi, j'amenais du manger pour mes petits frères et sœurs. Le soir, quand je sortais, j'amenais quand même une gamelle de manger pour mes petits frères et sœurs. Tous les soirs. Je rentrais plus tard possible parce qu'on préparait tout le matériel pour le lendemain à mettre en route à 6 h du matin. Vous comprenez? Alors moi, par contre, je mettais de côté, puis le soir, quand je partais, des fois, je me faisais arrêter par les gardiens, on me le prenait. Et on était honnête, il y avait des gens qui se laissaient faire dans les camps avec les gardiens. Alors ces femmes, elles étaient bien vues. Mais chez nous, moi, j'étais la plus vieille. J'avais 16 ans. J'avais 60 repas le matin, 60 repas le soir. Mais personne, et quand on me voyait arriver, des coups de main de tous les côtés. J'étais méchante. Je le reconnais, autrement ils auraient abusé de moi. Et j'avais mon pauvre papa qui travaillait toujours avec moi. Dans chaque famille, il y a un minimum 5-6 enfants. Donc dès l'instant qu'on déportait une famille, il y avait au moins 6 enfants par famille. Donc il y avait à peu près 50% de la population qui étaient des enfants. Surtout, ce qui est à retenir aussi au niveau des enfants pour le cas de Saliers, c'est que les autorités françaises ont fait une expérience. Ils ont donc considéré que les tziganes pouvaient être socialisés, donc s'ils étaient sédentarisés, si les parents travaillaient, et les enfants s'ils étaient éduqués. Mais dans les cas les plus extrêmes, certains ont pensé que les tziganes n'étaient pas du tout socialisables et que la seule façon d'y parvenir, c'était de se focaliser sur les enfants. Et les enfants ne pouvaient être socialisés que s'ils étaient extraits de leur milieu d'origine. On a extrait une 60aine d'enfants de ce camp pour les placer soit à l'assistance publique, soit dans des œuvres privées,
comme Saint-Vincent-de-Paul ou le Bon Pasteur, voire même chez des agriculteurs du coin qui pouvaient héberger des adolescents contre travail. Il y a des enfants qui ont été sortis du camp, mais ils ont été sortis peut-être pour des motifs louables, qu'ils soient mieux nourris ailleurs et qu'ils ne soient pas dans ces conditions, mais aussi pour des motifs de les retirer de leur famille, pour les acculturer en fait, hein, pour leur faire connaître autre chose. Et il y a des tas d'enfants qui vont se retrouver placés ou dans des institutions ou même chez des particuliers. Le sous-préfet d'Arles prendra même chez lui des enfants de Salier. Eh ben, il nous faisait faire des tout petits travails de rien du tout, mais ça consistait pour eux. Ça nous faisait faire la vaisselle, nous faisait faire je sais pas moi, des dessins pour voir comment on faisait, pour voir. Et il fallait rester là pendant des heures à faire ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ben, nous, on se regardait comme ça, ils disaient, qu'est-ce qu'ils veulent, nous? Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Pour voir celui-là qui était plus intelligent que l'autre. Un jour, on est allé, il y avait un plantement d'abricots. Et je suis partie avec mon pauvre cousin qui est décédé, une sœur et deux manouches. Les gardiens, ils ont couru derrière nous. Et nous, on a passé par les fils barbelés. On s'est caché dans une petite cabane que c'était un BC des gardiens. On s'est caché là. Il a fallu qu'on prenne tous ces abricots et les jeter dans le trou du cabinet pour ne pas nous les laisser manger parce qu'ils voulaient nous mettre en prison. Et ils voulaient nous taper parce qu'on avait désobéi, qu'on était sortis dehors. Et nous, on lui a répondu qu'on avait faim, qu'ils étaient par terre, on les avait ramassés pour manger. Et bien, si vous avez vu l'histoire qu'il y a eu après, tout le camp, il s'est intéressé qu'on est allé voler des abricots qui étaient jetés par terre. On passait des vertes et des pas mûrées. J'étais en dehors avec un copain, puis on a été volé. Et on avait volé, je ne sais pas quoi, c'était des pommes, loin, on a été loin. Et le gardien, je ne sais pas comment il s'appelait. Gilopé, il s'appelait. Fallait qu'on lui donne à lui aussi pour manger quand on rentrait. Il dit, je serai là de telle heure à telle heure. Après, je reprends, dans 2 heures, je reprends la relève. Alors, mais il faut arriver de telle heure à telle heure. Alors, ça fait qu'on est arrivé à telle heure, on lui donnait, si on avait pris un peu de manger ou qu'est-ce qu'on avait trouvé, on lui donnait aussi. Ça part. Ouais. J'ai amené pour mes petits frères, pour ma mère. Les conditions de surveillance du camp sont très difficiles. En plus, le personnel est absolument pas motivé. Il se retrouve lui aussi un peu dans des conditions qui sont un peu meilleures que celles des internés, mais les conditions climatiques sont exactement les mêmes. Donc un personnel assez peu motivé. Il y avait peut-être 20 gardiens, parce qu'il y en avait un environ tous les 30 mètres, 40 mètres. Et puis à côté, il y avait ce grand trou d'eau là qui faisait tout le tour du camp. Et il y en avait un tous les 30-40 mètres, il y en avait un gardien avec un fusil et chargé. C'est un personnel où il y a une rotation assez importante. C'est-à-dire les gens, c'est pas une bonne planque d'aller à Salier. C'est loin de tout, et c'est loin de tout pour eux. En fait, ils travaillent. Ils sont présents sur le camp tout le temps. C'est du personnel qui n'est pas très formé. C'est des gens qui ont été embauchés comme ça. Il y a des gens qui se font surveillants de camp internement parce que ça leur permet d'éviter le STO. Et donc, c'est une manière de ne pas partir en Allemagne.
le camp est mal surveillé, il n'est pas éclairé puisqu'il n'y a pas d'électricité la nuit, il n'est pas clôturé tout de suite non plus, et même il ne sera jamais parfaitement clôturé. Donc il y a énormément d'évasion. Les gens ne restent pas, en plus enfermer des nomades, c'est un paradoxe total. Donc ils s'en vont. Ils s'en vont surtout parce qu'ils ont faim, hein, donc ils s'en vont, mais le problème c'est autour, il n'y a rien. Et en plus ils sont démunis de leur titre, de leur pièce d'identité principale, qui est le carnet anthropométrique, puisqu'ils ont été confisqués par la direction du camp. Donc en général, ils sont repris. Et quand on feuillette le fichier du camp, on voit des personnes qui s'évadent 3-4 fois, qui sont en général reprises un mois et demi après, ou même des fois plus tôt. Des fois, il y a des familles entières qui partent. Mais là aussi, pareil, au bout de quelques jours, les personnes sont reprises. Souvent, on trouve, même dans les fiches, arrêtés par les Allemands, avec un nom de commune ailleurs, et ramenés. Il y en a beaucoup qui sont sauvés. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Ils passaient dans l'eau jusqu'à là, et puis, allez, il y avait des serpents, il y avait des machins. La Camargue, vous savez comment c'est sauvage, la Camargue. Hein, il y avait des trous d'eau, il y avait des machins. Bon, ben, il y en avait qui partaient, mais il y en avait qui ne partaient pas, et ils allaient faire 500 mètres, et puis on les prenait, puis les mettait encore au camp. Après, il y avait la prison, il fallait rester en prison. Voilà. Il y avait une baraque, et c'était la prison. Maman, elle ne voulait pas. Parce que des fois, on s'aurait fait attraper, puis pour voir ses enfants, comme elle a dit, voir mes enfants mourir devant moi, je ne peux pas. Moi, je ne me sauve pas, elle a dit. On ne s'est pas évadé, nous. On a resté comme ça.